pourquoi ce livre, Il était une fois la paléanthropologie. Ça part d'un constat tout simple. Les médias, le public donc, est très attentif aux avancées des connaissances. Alors les nouveaux fossiles, récemment, le fait qu'on ait mis en évidence que tous les noms africains d'aujourd'hui ont 1 à 4% d'ADN de Néandertal. La découverte d'une femme un peu mystérieuse grâce à son ADN récemment, il y a 6 mois, enfin 8 mois, donc quelque part au sud de la Sibérie, dans l'Altaï. Les découvertes sur les grands singes, leur culture, leurs outils, tout ça, ça fait beaucoup de choses. Moins spectaculaire parce que c'est moins fréquent, mais néanmoins important, des découvertes et également sur des grottes préhistoriques, etc. Donc tout ça a éclaté. Donc il fallait un petit peu expliquer ce qui se passe. Donc ça, en 30 ans, nous avons énormément avancé sur le terrain des fossiles que je viens à peine d'esquisser. Hein, je vous rappelle qu'il y a à peine 4 mois, on a encore annoncé une nouvelle espèce d'Australopithèque en Afrique du Sud, Australopithecus sediba. Donc on n'a pas fini de découvrir ce qu'a été le formidable succès de notre lignée en Afrique et depuis 2 millions d'années hors d'Afrique. Et puis à la préhistoire. Quand je suis entré dans ce domaine-là, on était encore sur les grands schémas, formidables d'ailleurs, d'André Leroy-Gourhan. Et on avait fait une espèce d'évolution progressive, comme c'était l'habitude, en disant d'abord c'était de l'art un peu figuratif, ensuite un peu plus compliqué, ensuite on avait Lascaux, ensuite on avait Altamira, qui était quand même qui reste toujours un des summums de l'art préhistorique. Et puis voilà qu'en 1994, on annonce la grotte Chauvet, et c'est un choc, parce que cette grotte est absolument sublime, mais à date de 32 000 ans, alors qu'il n'y a même pas 15 ans, vous voyez, à peine. On estimait qu'un art aussi élaboré, aussi maîtrisé, ne pouvait dater que de 15-20 000 ans. 32 000 ans. Bon, boum, on prend un coup de vieux. Et puis arrive la préhistoire africaine, qui nous dit, oh là là, attendez les gars, c'est beaucoup plus ancien puisqu'on a des traces d'art ou d'usage de colorants ou d'objets modifiés de manière symbolique qui remontent à 70 000 ans, voire 100 000 ans, voire 150 000 ans. Et aujourd'hui, on est à plus de 500 000 ans. Donc, vous voyez, ça a beaucoup avancé dans le domaine des fossiles, donc la paléoanthropologie, beaucoup avancé dans le domaine de la préhistoire. Et puis sont arrivées 2 disciplines dans ces 30 dernières années, la génétique, qui sont la génétique, bien sûr, qui va bousculer beaucoup de choses sur nos relations avec les grands singes, relations de parenté, j'entends. Hein, on sait que les chimpanzés sont les plus proches de nous. Et puis la génétique de Néandertal, maintenant, vous vous rendez compte, on m'aurait dit il y a 25 ans, on aura le génome de Néandertal, j'aurais pris cette personne pour bien optimiste. Et on l'a, le génome de Néandertal, c'est extraordinaire. Hein, on a le génome de Néandertal. Et puis une 4e discipline, et ça c'est moi qui l'ai amené, parce qu'entre Darwin et moi-même, pardonnez-moi, c'est peut-être immodeste, mais c'est pas immodeste, c'est qu'on a complètement loupé le message, c'est aussi simple que ça. Quasiment personne n'avait lu les livres de Charles Darwin sur les origines de l'homme. Il y a 25 ans que je découvre les descriptions de mes collègues éthologues, donc l'étude du comportement, hein, c'est l'étude du comportement des espèces dites animales dans la nature, c'est un choc. Parce que moi, on m'avait appris, l'homme, c'est la marche debout, c'est la bipédie, c'est le rire, c'est l'outil, etc. Or, les chimpanzés ont tout cela. Donc, ça a été un choc extraordinaire, et je me suis coltiné cette question que tout le monde avait évité d'aborder depuis Darwin, c'est-à-dire celle de nos origines communes avec les chimpanzés, qui, eux aussi, ont évolué. Donc, j'ai fait ce livre pour expliquer, à travers mon parcours, c'était le prétexte, hein, c'était pas raconter mon histoire, mais comment, en 30 ans, j'ai, avec mes collègues, bien sûr, connu ces avancées extraordinaires d'une discipline qui est interdisciplinaire et évidemment qui nous passionne, mais qui chaque semaine interpelle les médias. Je suis parti aux États-Unis à l'université Duke. Alors, c'est complètement bête ce que je vais vous dire, mais c'était vraiment, vous savez, quand on découvre quelque chose qui nous émerveille, on est toujours un peu bête, mais c'est formidable d'avoir ce genre d'impression. J'arrive dans ce laboratoire extraordinaire, et là, j'arrive dans les couloirs, je regarde le nom des professeurs et je m'apercevais que c'était pour la moitié ceux que j'admirais le plus. Alors je suis au paradis des anthropologues et c'est là que donc j'ai commencé à faire mes études. Alors vous allez voir comme c'est sexy, en biomécanique crânio-faciale et évolutionniste. C'est-à-dire en fait, vous savez, vous avez un menton là. Hein. Néandertal ne l'avait pas, esquissé chez certains.
ou alors nos ancêtres avaient de gros reliefs osseux au-dessus des yeux, ou des grands singes ont de grandes canines. Alors ça peut vous sembler délicieusement exotique et inutile, mais je peux vous dire que vous avez devant vous aujourd'hui le seul chercheur, parce que mon ancien patron était maintenant à la retraite, qui enseigne aujourd'hui en France et ailleurs donc les propriétés fondamentales de la mécanique du crâne pendant la mastication, l'incision, etc. Et donc c'est là que j'ai découvert donc, les singes, et c'est là aussi que j'ai découvert quelque chose qu'on ne m'avait jamais enseigné en France, un domaine fascinant d'études qu'on ne m'avait jamais enseigné, on n'avait rien dit, parce qu'en France on disait l'homme descend du singe, mais comme on a une grande tradition des sciences humaines, la devise a longtemps été, pardonnez-moi, cacher ce singe que je ne saurais voir. Donc on parlait des origines de la ligne humaine dans l'ignorance totale de ce que sont les singes et les grands singes. Et moi, je découvre ça au milieu des années 80, et c'est une révélation au vrai sens du terme. Donc ça a été pour moi, effectivement, une autre façon de faire de l'anthropologie, c'est-à-dire qui est basée sur la comparaison de la lignée humaine avec les autres lignées, ce qui n'est pas péjoratif, et puis aussi une véritable démarche scientifique, épistémologique, c'est-à-dire sur la manière de construire les connaissances que je n'avais pas reçues. Alors, ce qui nous fascine, je l'ai dit, hein, c'est découvrir une grotte, c'est les hommes fossiles, tout ça. Ça, c'est l'histoire, notre histoire évolutive. Bien. Ça, c'est l'aspect que vous connaissez le mieux. Et puis, il y a l'autre aspect qui est beaucoup plus complexe, qui est celui de comment se fait l'évolution, c'est-à-dire ces mécanismes. Sélection naturelle, sélection sexuelle, dérive génétique, contingence, compétition au sein des communautés écologiques, etc. Et ça, c'est universel. Hein. Que vous preniez n'importe quelle entité dans la nature, qui est constituée d'individus différents les uns des autres, comme nous, là. Et s'il y a une tendance à se reproduire, au sens le plus large du terme, à faire plus d'individus, quel que soit le moyen. Et si, à un moment donné, il y a des limitations pour les ressources, que ce soit notre société d'aujourd'hui, que ce soit une entreprise, que ce soit un groupe de macaques ou que ce soit des antilopes ou même des organismes plus simples, eh bien, les mêmes règles de l'adaptation et de l'évolution s'appliquent. Il m'est arrivé d'intervenir dans les sciences dentaires, bien sûr, parce que ça c'est le cœur de mes recherches, mais aussi sur des questions qui vont peut-être vous surprendre, autour de l'obésité, autour de la maladie d'Alzheimer, autour également des problèmes de développement durable. Tout simplement pourquoi je n'ai pas la réponse sur ces questions, bien évidemment, mais c'est une contribution importante qui permet de comprendre, lorsqu'on compare notre espèce aux autres, beaucoup de choses. Or, il se trouve que la semaine dernière, il y avait un très très beau colloque au Muséum national d'histoire naturelle qui s'intitulait ainsi « L'homme peut-il s'adapter à lui-même » L'homme peut-il s'adapter à lui-même? Donc c'est de l'évolution. Et là, il y avait pas mal de médecins, Jean-Claude Amezen, je crois qu'il est un peu connu du grand public, Axel Kahn, bien sûr, sur ce qu'on appelle la médecine évolutionniste. Alors, c'est quoi cette médecine évolutionniste? Attendez, ce n'est pas la bonne médecine du docteur Darwin, il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit de comprendre quelles sont nos relations avec les maladies. Car en fait, ce qu'on entend souvent dans les médias autres, c'est que dès qu'apparaît un agent pathogène ou autre, oh, c'est la vilaine nature qui vient nous embêter, et la médecine, c'était un combat de l'homme contre la nature hostile. Alors là, je vais vous dire une chose, la nature, elle s'en fout de nous. La nature n'est ni bonne ni mauvaise. Et à cause de ce genre d'interprétation, cette mauvaise compréhension de ce qu'est l'évolution, on a du mal à comprendre, ou alors vous êtes surpris lorsqu'on dit, la grippe par exemple. La grippe, mesdames et messieurs, c'est le résultat des activités humaines. C'est-à-dire, s'il y a 8 à 10 000 ans, nos amis chinois, qui ignoraient bien ce qu'ils faisaient, bien évidemment, n'avaient pas mis dans une même maison des canards et des oies, qui sont les vecteurs naturels, le réservoir, pardon, naturel du virus de la grippe, avec des cochons et avec des hommes, le virus ne serait jamais adapté à nous. Vous mettez la route de la soie là-dessus, et hop, et puis tout ça, et c'est parti. Donc, il n'est pas question d'accuser, c'est un fait d'évolution. Toutes nos maladies dites infantiles sont le résultat de milliers d'années de coévolution avec les animaux domestiques, surtout pour nous qui sommes en Europe, qui avons un néolithique, donc l'invention des agricultures, qui est la plus ancienne. Nous avons un néolithique particulier qui a fait rentrer les animaux dans les maisons, comme en Chine.
Donc vous imaginez un petit peu le coût que ça a été en termes de maladies infectieuses, d'adaptation, etc. Et ça c'est un coût très cher. C'est-à-dire, par exemple, boire du lait. Boire du lait, vous savez que normalement, à l'âge adulte, une fois qu'on est sevré, c'est difficile de digérer du lait. Donc il y a un gène qui est lié à la production de la lactase, qui nous permet de digérer le lactose, etc. Mais vous savez que ça a été des choses qui ont été dramatiques dans les années 70. C'était un grand scandale d'ailleurs. Et ça, à cette époque, on entend parler de Jean Ziegler, cet homme politique suisse. On avait envoyé donc du lait pour aider à la malnutrition des enfants d'Afrique. Or là-bas, ils n'ont pas un néolithique comme le nôtre. Et donc, ils n'ont pas eu d'adaptation à la digestion du lait pour certains adultes. Et pour les enfants. Et les enfants sont morts comme des mouches. Pardonnez-moi, l'expression est terrible, mais c'est ce qui s'est passé. Et vous savez que ça a des conséquences terribles sur notre histoire. Hein, quand les Européens sont arrivés en Amérique, vous le savez, 70 millions d'Amérindiens sont morts dans les décennies qui ont suivi. Pourquoi ? Parce que c'est pas, même si les Espagnols ont mis du leur, nous aussi d'ailleurs, pour exterminer les Amérindiens, c'est pas ça qui a éliminé les 70 millions d'Amérindiens. C'est les maladies que nous avons transportées. Parce qu'eux n'avaient pas coévolué avec les virus, etc. La médecine, elle va chercher des molécules, des remèdes, etc. Par contre, où elle est beaucoup moins bonne, et c'est normal parce que les médecins n'ont pas été formés comme cela, c'est comment les contextes environnementaux, sociaux, ces phénomènes des coévolutions que je viens d'évoquer, interfèrent pour essayer de mieux comprendre notre rapport aux maladies. Bien comprendre notre évolution, notre coévolution avec les espèces et les environnements, eh bien, c'est pas fini parce qu'aujourd'hui aussi, les hommes, nos sociétés modifient tellement vite l'environnement, eh bien que nous sommes obligés de nous adapter encore plus vite aux conséquences même de nos actions, même si on les croit au départ bénéfiques.